Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus chez Carib ce soir. On est très heureux d'accueillir à nouveau Perrine Lequerec, une autrice qu'on aime beaucoup dans cette librairie, qu'on suit depuis un certain temps. On a toujours l'impression d'avoir découvert beaucoup trop tard, parce que voilà, chaque nouveau texte en fait qui nous arrive dans les mains en fait c'est du bonheur. Donc on en a un certain nombre ce soir, vous les connaissez probablement déjà, on en dira peut-être un mot à l'occasion, mais ce soir on va bien entendu se concentrer sur celui qui est chaud, qui est sorti il y a une dizaine de jours, donc Bacon le cannibale, un texte qui est à nouveau à la fois surprenant et puis qui en même temps est parfaitement cohérent avec tout le travail que fait Perrine depuis plusieurs années maintenant. Moi je trouve ça vraiment fascinant, cette façon de s'emparer en fait d'un personnage, donc que ce personnage soit un personnage totalement réel, que ce soit un personnage réel mais moins documenté, comme ça a parfois été le cas, ou que ce soit un personnage fictif, hein, dans certains cas, ou bien qui s'enracine dans un petit bout de réalité quelque part, et puis de varier en fait la façon de les appréhender. On va en parler hein, ce soir, puisque tu manies en fait différents registres de langage avec énormément d'aisance en fait pour enfin d'aisance j'en sais rien, d'aisance vue de l'extérieur, peut-être que c'est un travail monstrueux, des nuits blanches en permanence, mais il y a vraiment donc c'est dans cette façon de oui d'aller inventer le langage poétique qui correspond ou qui peut essayer de dire, si ce n'est la vérité, en tout cas une vérité de l'art de Francis Bacon, entre sa vie et ce qui passe dans ses toiles. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire, donc je pense que plusieurs d'entre vous ont déjà le livre dans les mains. Donc on va voilà, essayer de répondre à certaines questions ce soir, lire bien entendu ce texte, et je propose peut-être qu'on commence même, si tu es d'accord, par en entendre un premier extrait. Alors peut-être juste de rappeler que, parce que ça je pense pas que tu le liras, mais c'est la note introductive en fait du livre, on donne une partie hein, du secret de fabrication. Donc on le détaillera tout à l'heure, mais donc Francis Bacon est une inspiration au sens d'une source vraiment presque un peu obsessionnelle, mais extrêmement forte pour Perrine. Donc c'est ce qu'elle indique dans cette espèce de note liminaire ou d'avertissement. Et donc quand l'occasion s'est présentée d'aller se colter avec toute la mémoire archivée en fait de la Fondation Francis Bacon, je crois qu'effectivement c'était une occasion qui était trop belle. Ah oui. Voilà. Donc là, je lis un tout petit bout. Un homme seul dans une pièce. Cet homme seul, l'épuisé. Ses organes en voie de développement et de création. La création d'un au-delà de la peinture. Un homme seul dans l'abîme. Cet homme seul, l'abîmé. La vérité est toujours un abîme. Les seules peintures, des peintures d'abattoir. La seule vérité, la vérité d'abattoir. Un homme seul à l'abattoir. Cet homme seul, Francis Bacon. Le sang des sacrifices, la souffrance de la viande, ouverte à coups de hache. Reste le cri, évidemment. Cet homme seul, animal incomplet. Cet homme seul, son cri demeure. Cet homme seul, son cri, demeure. Cet homme seul demeure du cri. Cet homme seul meurt. Cet homme seul crie. Et pendant que tu peins le monde et violence, et pendant que tu peins la violence du monde, l'humanité fornique, et pendant que tu peins la grande fornication, les meutes s'abreuvent de sang, et pendant que tu peins le sang à tes pieds, hurlent les viscères, et pendant que tu peins l'envers des viscères, ta respiration arrachée, matière coagulée. Entrez dans la boucherie. À ces murs, les déjections, les éclaboussures au plafond, les crochets, les carcasses, aux mains l'outil, à la toile la sciure. Il pèse la viande, la suspend, il la découpe, la goûte, y plante ses yeux, y plonge ses mains, y crache ce mélange de sang et de vie qui coule dans ses veines. Tripes écrasées sous ses pieds, le soleil cogne, perce des tranchées comme des lames dans les poitrines, les cuisses, les coups, il les décapite. La chambre froide incendiée en coulée irrépressible du sang jusqu'aux genoux, la main essuie le visage sur la toile, se déforme, s'étire, s'incarne à l'aisse du pinceau. L'abattoir obscène, la vie obscène, l'atelier devenu la scène où créer le monde intranquille.
Moi, j'ai une première question qui est à la fois très banale, mais qui est de la pure curiosité. C'est voilà, comment il est né ce projet. Donc, tu nous dis donc en introduction que enfin, Francis Bacon, voilà, le mot est sans doute pas une idole, mais c'est quand même quelque chose qui est dans cette zone-là. C'est vraiment quelque chose de très important. Ouais, c'était une grande découverte quand j'ai 20 ans. Je suis étudiante en histoire de l'art et à la fin d'une année de Doc, je crois, un professeur nous projette des toiles de Francis Bacon et nous dit voilà sans doute le peintre le plus important du XXe siècle. Et j'avais jamais rien vu de Francis Bacon et ça a été une véritable révélation visuelle. Donc après, je suis allée voir des œuvres en vrai, bien sûr, et puis j'ai commencé à m'intéresser à lui et ça m'a transporté vraiment tout ce qui était de la sensation et tout ce que j'avais pu apprendre jusqu'alors ou ce que mon œil avait appris du rapport à la peinture qui était beaucoup plus dans le figuratif et qui devait passer par des filtres de connaissances. Là, j'en avais plus besoin. Ça parlait directement à mon corps, directement à ma rétine, directement à mes sensations. Et puis il avait cette phrase fantastique et qui a été un peu la base de tout mon travail d'écriture jusqu'à maintenant, à savoir qu'il n'allait pas raconter d'histoire, que dans ses toiles, dans ses peintures, il voulait pas raconter d'histoire. Et moi, je veux pas raconter d'histoire. Je veux créer vraiment un langage qui parle au nerf, qui parle à la sensation. Et donc, évidemment, là, je me retrouvais avec un maître qui m'a... dont j'ai beaucoup regardé la peinture depuis 30 ans maintenant, avec toujours la même émotion. Donc j'ai lu, comme c'est quelqu'un de très prolixe en plus, on a beaucoup d'interviews, d'entretiens, des livres qui dépassent pour moi bien plus, qui dépassent vraiment l'histoire de l'art et qui vont au cœur même de la création. Donc tout ce qu'il a pu dire sur la peinture ne faisait qu'enrichir ma propre réflexion sur l'écriture. Et donc voilà, même si en 30 ans, bien sûr, je me suis éloignée de lui et puis bien d'autres personnes, artistes, ont croisé mes recherches et donc m'ont alimenté, mais Bacon reste quelqu'un d'essentiel. Donc j'avais vraiment envie de pouvoir écrire sur lui, mais comment écrire sur lui parce qu'on a quand même des grands textes, on a les textes de Léris, les livres de Léris que je trouve magnifiques, vraiment magnifiques, et puis Deleuze, et puis tous les autres, et puis lui-même me parle très très bien, Bacon, donc comment écrire un livre sur Bacon, jusqu'alors je n'avais pas trouvé de solution. Et puis en plus, j'ai plus l'habitude d'écrire sur des personnages de l'ombre. Lui, c'est une telle star que c'est un rapport très différent. Il fallait que je trouve quelque chose. C'est une star sur lesquelles des stars se sont penchées. Oui, c'est ça. C'est bon, c'est costaud, quoi. Et puis ça a été assez vite, hein. Ça a été très vite. Même l'année dernière, j'ai eu connaissance de cette fondation Francis Bacon, qui n'est pas la fondation principale. La fondation principale, c'est Londres, mais qui est une fondation créée par un collectionneur privé et qui est amoureux de Bacon, enfin, c'est sa passion, et qui a réuni au fil des années une collection de 3000 objets, donc des photographies, beaucoup de correspondances, des objets pinceaux, enfin, des choses comme ça, et puis des détritus, donc ce qu'il y avait dans l'atelier de Bacon, toutes les images, tous les documents, les millions d'images et de documents dont il se servait lui en permanence aussi pour peindre. Et donc je suis allée, c'est à Monaco, je suis allée le voir et je suis allée consulter ses archives et je lui ai proposé d'écrire un portrait poétique de Francis Bacon avec l'archive, voilà, avec le désir d'utiliser l'archive comme matériau vraiment, pas du tout de faire un beau livre avec un texte en regard d'une archive, mais vraiment d'utiliser l'archive comme un mot, comme du matériel de création, en essayant d'être au plus proche de Bacon dans sa façon lui-même d'utiliser l'archive. Voilà, puisqu'il brassait en permanence les archives et que dans ses toiles, enfin on le sait, hein, le cri ça vient du cuirassé Potemkin, la texture de la peau ça vient de l'image de l'hippopotame, etc., etc. Tout est condensé comme ça pour créer ces figures si vivantes et si puissantes qui sont ces motifs, quoi. Voilà. Donc c'est comme ça que j'ai travaillé et c'est là où donc d'un seul coup, l'écriture a été possible pour rendre mon hommage à cette figure clé, voilà, de mon travail. Ouais. Ouais.
Je crois que c'est là qu'il y a une conjonction que je trouve assez extraordinaire, parce que, enfin, si on suit une partie hein, du travail que tu as fait précédemment, tu as vraiment cette patte particulière, enfin avec deux T, hein, pas sans accent circonflexe, pour justement t'emparer en fait d'archives, alors qui sont pas nécessairement des archives aussi prolixes justement et Oui. aussi volumineuses que les archives que tu mentionnes à Monaco, ou que la somme d'écrits, de témoignages, d'expressions directes disponibles sur Francis Bacon. Mais il y a vraiment, je trouve, tu as montré sur Jeanne Létang, sur Le Plancher bien entendu, d'une façon complètement différente, hein, sur Le Prénom a été modifié, mais il y a vraiment une façon de s'emparer, enfin, justement du matériau et d'en faire tout autre chose, justement, de pas faire un essai, de pas faire une compilation ou une lecture analytique, mais effectivement d'aller, comme tu le disais au début, vers essayer de trouver une vérité de la chair ou de. C'est ça, de la sensation, quoi. Et j'ai trouvé que, enfin, là, tu atteins un petit peu, enfin, une sorte de summum, parce que c'est peut-être les archives les plus volumineuses que tu as jamais eu à manier jusque-là sur un sujet, et c'est peut-être celle que tu condenses le plus justement dans un cri poétique. Parce que c'est les seuls parce que par exemple pour l'apparition, j'ai eu énormément d'archives sur les apparitions. Il y a vraiment, c'est énorme, quoi. Mais là, c'est la première fois que je peux les montrer, en fait. Donc c'est en ça, je pense que la façon dont on voit les mots là, dont on voit les images, ça donne tout autre chose, parce que là je peux les montrer. Et donc comme je les insère dans ma patte de mots, voilà, d'un seul coup ça donne quelque chose de différent. Donc c'est en ça, je pense que je peux atteindre autre chose. Voilà. Mais si par exemple dans Ruines, dans le livre sur Onikazur, j'avais pu montrer beaucoup d'images, etc., ça aurait donné un autre flux poétique très très différent. Selon les matériaux qu'on peut utiliser, l'expression va être très différente. Et là, vraiment chaque archive utilisée, pour moi, c'était un mot, c'était une phrase, c'était une sonorité. Donc évidemment que ce qui en découle, l'écriture, le langage qui en découle, est totalement imprégné du fait que je puisse montrer les archives. C'est ça la grande différence. Mais bon, c'est vrai, là, j'avais cette possibilité qui est vraiment extraordinaire, hein, parce que en plus, c'était très émouvant, puisque certains des détritus, c'était ceux avec lesquels lui-même travaillait. Donc, j'étais dans une double, comme ça, un double rapport d'écrire moi avec des matériaux avec lesquels il avait peint. Donc, il y avait toute quelque chose de très très émouvant qui se mettait en jeu, qui se mettait en route, quoi. Et voilà, je sais plus où j'en étais. Moi, je me posais cette question justement par rapport à cette masse de matériaux et de matériel disponible, par rapport à l'ombre portée, alors certainement effectivement de Léris et de Deleuze, mais qui n'était pas de toute façon dans une expression poétique, dans une expression extrêmement analytique. Même si Léris, par ailleurs, on le sait, lui, c'est beaucoup exprimé par la poésie, mais pas là, enfin, ou en tout cas de façon très très indirecte. Mais il y a aussi la parole de Francis Bacon lui-même, enfin, qui hante la chose, parce que c'est quelqu'un qui sait beaucoup exprimer, non seulement sur son art, mais aussi sur la vie, sur l'art en général. Donc, comment tu as procédé en fait pour parvenir à pas te laisser attrapé en fait par comme avec les autres en fait, hein, c'est exact, faut trouver la distance, quoi, comme avec mes autres sujets. C'est vraiment, je les fréquente beaucoup longtemps. Lui, je l'ai fréquenté 30 ans, donc je fréquente beaucoup. On fait des allers-retours, mais Jeannot, je l'ai fréquenté 5-6 ans avant de l'écrire. Donc je les connais bien. Je sais ce qu'ils ont à dire, à me dire. Et après, je prends exactement ce dont j'ai besoin. Le tout, c'est une histoire de distance. Vraiment, je suis pas submergée, quoi. Quand je lis par exemple Léris ou Deleuze ou les entretiens de Bacon avec Sylvester, je pioche vraiment, je sais ce dont j'ai besoin. Je suis pas du tout submergée. Quand je vois les 3000 archives, en une journée, j'ai extrait les 40, je n'y reviens pas. J'ai quelque chose comme ça qui est très précis, mais sans doute parce que j'ai beaucoup réfléchi à mon sujet, consciemment, inconsciemment, en marchant, en mangeant, en écrivant d'autres livres aussi, mais j'écris le même livre en permanence, comme beaucoup, on écrit toujours le même, donc c'est très très précis. Je sais, quoi, voilà, et je savais ce que je voulais qu'ils disent.
les phrases que j'ai extraites et qui sont à l'intérieur, c'est précisément celles dont j'avais besoin pour suivre ma propre narration, quoi. Et ou les petites citations parfois qui arrivent de Deleuze ou les autres, parce que mon grand bonheur aussi, ça a pu être de parler de Thomas Bernhard, de Proust, enfin voilà, de mettre à l'intérieur tout un corpus de références qui sont proches de Bacon pour moi et puis qui font sens, quoi. Voilà. Mais ça me submerge pas du tout, hein. C'est vraiment tout est déjà en place en fait. Le plus difficile à chaque livre, c'est trouver le langage qui sera le plus juste. Là, j'ai mis pas mal de temps. On va y revenir sur ça, justement, sur cette façon de trouver la langue appropriée, y compris dans les variations qu'il peut y avoir à l'intérieur. On aurait bien écouté un deuxième extrait. Oui. Voyage nocturne, commencer tamisé au bar où tu t'enivres avant de reprendre la route, c'est le petit matin. De l'atelier du Seven Rees Muse, au 3e palier, pousser la porte, franchir le mystère des lisières s'engouffrer. Exil de l'abattoir. Au sol des milliers, des élevages, des réserves d'images. Photographies, journaux, documents, détritus. Au sol jonché, un monde foulé, un monde dilaté. Au sol le travail d'après. Chaque pas, chaque déplacement, démaîtrise du chaos. Chaque enfoncement, chaque obsession, vigueur physique de l'image. Rythmique de l'accident à portée de ton pied, la marée haute où tu officies. Autour de toi, le corps des autres passé par ta main rétinienne, l'image ensorcelée, un secret, un sacré, stupéfiante invention formelle. En scotchant, en détourant, en cadrant, en froissant, en modifiant, en pliant, en déchirant, en mouvement, effacer la présence pour mieux la révéler. Image-objet chargé de pouvoir, langue de la chair, cérémonie solitaire où tu disloques, la chair de l'homme, lucide jusqu'au fragment, ces combinaisons nerveuses, où tu jettes ton œil, vois plus loin, où ta bouche se nourrit de ses propres déjections. Animaux sauvages, os, mâchoires, coquilles, sphinx, viande, bec d'oiseau, trombone, miroir, amis, amants, fragments, Vélasquez, épingle à nourrice, Rembrandt, Michel-Ange, tâches, tissus, cinéma, tentative d'assassinat, phénomènes paranormaux, Mubridge, des images, où tu brames, où tu charges, guérisseur, jeteur de sorts, où tu clarifies les formes, l'immense difficulté, où tu organises le corps souverain sans prendre haleine, ton souffle soulève, détruit et crée, délivre. On sent déjà, enfin, y compris par rapport au premier extrait, en fait, que voilà, le langage que tu as construit, que tu as trouvé, enfin, pour rendre compte à la fois je dirais de cette formidable unité, de la formidable cohérence en fait de Bacon, et en même temps du fait que c'est complètement foisonnant, enfin que justement c'est pas quelque chose qui peut se décrire en 5 phrases. À la fois ça part dans tous les sens, et pourtant il y a bien quelque chose qui vibre dedans, il n'y a pas de hasard, enfin très peu. Et voilà, d'abord je suis très admiratif évidemment, mais je me demande, voilà, ce que tu disais que par rapport à d'autres expériences que tu avais faites précédemment, qu'est-ce qui là a été différent ou peut-être plus difficile, peut-être pour trouver la langue qu'il allait falloir mettre en œuvre. Ouais, il y avait eu plusieurs difficultés. La première, c'est ce qu'on a déjà évoqué, à savoir la notoriété de Bacon. Voilà, c'est pouvoir. Je suis plus à l'aise dans l'ombre que là, donc du coup, c'est pouvoir revenir c'est pouvoir revenir à l'ombre, c'est pouvoir le mettre comme Monica Zurn ou comme Jeannot, c'est pouvoir le mettre au même endroit pour pouvoir discuter avec lui de façon sereine. Voilà, c'est vraiment ça a été quelque chose. Et même encore maintenant, quand je suis en lecture de ce livre ou quoi, les gens ont tous une histoire avec Bacon, une histoire de passion ou de rejet, ou tout le monde connaît, etc. Alors que quand je parle de Monica Zurn ou de Jeannot, personne connaît, donc c'est très très différent, mais en même temps c'est très riche, hein. Mais comment aller de l'un à l'autre, ça c'était un travail. Et puis ensuite, parce que là je travaillais aussi avec les matériaux de cette fondation, j'avais des attentes, que normalement je suis totalement libre quand j'écris. Bon là,
quelqu'un attendait, parce que lui, ses archives, il y tient énormément. Je pouvais pas me permettre de faire quelque chose qui lui aurait, ou j'aurais pu, puis ce serait arrêté là, mais je voulais vraiment aller jusqu'au bout. Donc, travailler en sachant que j'allais pouvoir montrer les images, en sachant que quelqu'un attendait aussi un résultat et tout ça, met une pression supplémentaire, dont on se débarrasse petit à petit, mais tout de même, quoi. Et puis, voilà, une fois que j'ai eu toutes ces images, que je les ai sélectionnées et choisies avec cœur, comment les organiser, avant de comprendre que ça devait devenir un matériau, je les avais d'abord bien mises sur un mur. J'avais essayé de faire des triptyques en me disant que je vais faire, comme il fait beaucoup de triptyques, voilà, je vais essayer d'écrire en triptyque, en essayant de trouver des relations entre les archives, et donc tout était bien scotché, bien propre et tout ce que j'écrivais était bien propre, bien chiant, bien vraiment ça marchait pas du tout, j'étais un peu désespérée, je trouvais pas quoi. Voilà. Et puis dans ces cas-là, bah, c'est revenir à Bacon, regarder de nouveau, le regarder lui. Il y a beaucoup d'images de lui, en fait, de photos de lui, hein. Et puis relire, etc. Et puis voilà, j'ai tout décroché du mur, tout arraché, tout mis par terre, de colère, hein. Et puis à force de marcher en fait sur les images, par papier, par terre, les archives, j'avais évidemment que des photocopies, j'avais pas les vraies archives, hein, de marcher dessus, et ben il s'est passé quelque chose. En fait, il s'est passé que je me suis retrouvée un peu avec beaucoup moins d'éléments, évidemment, mais dans la même configuration où lui créait. C'est-à-dire que mon bureau est devenu un peu l'atelier de Bacon. Il y en avait partout, et les images, les archives, en se superposant, en se rejoignant, en se froissant, elles m'ont donné du sens. Elles ont commencé à me parler vraiment. Et là, voilà, l'écriture a pu naître, et elle a été... après, une fois que j'ai trouvé, c'est assez rapide, voilà. Et là, elle a été évidente, voilà. Mais c'est exactement comme lui faisait, à savoir être en permanence dans ce terreau d'images, dans cette... oui, c'est vraiment un terreau, le fait de marcher dessus, de pouvoir les manipuler, le fait ça crée des collisions inattendues, ça crée donc des sens inattendus, ça crée des mots qui d'un seul coup naissent auxquels on n'aurait pas pensé, et je trouvais qu'il y avait vraiment une force à pouvoir marcher sur l'image comme ça, et donc du coup là l'écriture est arrivée, voilà. Mais ça a été, voilà, il a fallu toutes ces étapes. Bon, et puis après, bon, et puis moi j'avais vraiment choisi aussi la voie de la chair, de la viande, parce que de tout ce que j'ai lu sur Bacon, bien sûr on en parle toujours, mais je trouve qu'on n'en parle pas assez. J'ai jamais été satisfaite, mon appétit n'était pas satisfait par rapport à Bacon et la viande, et donc c'est vraiment de ça aussi, c'était un point fort que je voulais développer dans le cannibale, voilà. Et ça, c'est une des choses, je pense, qui fascine, c'est que oui, en tirant, peut-être en forçant légèrement ce fil conducteur-là, enfin, justement, donc par calcul, par envie, par volonté, en insistant dessus, mais néanmoins, sur un texte qui, au total, justement, n'est pas une monographie de 400 pages, n'est pas un ensemble dissertatif écrit pour commenter un catalogue raisonné, enfin, c'est pas du tout ça. Et pourtant, ce texte, donc, qui est relativement court, plus court que certains textes que tu as fait, il est d'une... Enfin, moi, c'est ce qui m'a frappé, enfin, à chaque page, au fur et à mesure que j'avançais, c'est qu'il est d'une richesse, justement, et pourtant, il réussit à être aussi obsessionnel que ce qu'on ressent en voyant ce que peignait Bacon. Mais à l'intérieur de ces obsessions, il y a aussi... les influences sont là, les accidents de la vie personnelle, les opinions en fait effectivement sur l'art, tout ça vient effectivement s'accrocher comme des espèces de grumeaux qui prolifèrent dans la chose, et de façon très surprenante et très magnifique, parce que ça fait pas justement attendez, on arrête 5 minutes, je vais vous faire une petite dissertation là sur... Tout est extrêmement dedans, donc là je dis t'es quand même allé chercher, enfin, des choses qui sont du contenu théorique que tu as quand même injecté dedans. Oui, et puis bah, je crois que c'est le miracle de la poésie. On puisse comme ça, qu'un mot puisse dire autant, quoi. Ou que deux mots côte à côte. On n'a pas besoin d'autant que pour la prose. On n'a pas besoin de phrases aussi construites. On n'a pas besoin de la même syntaxe. On n'a pas besoin de tout ça. On peut raccourcir. Et comme Bacon, en fait, on peut prendre une tête et
couper le torse et mettre les jambes et puis faire quelque chose. Je crois que la poésie, pour moi, c'est vraiment ça. Ça raccourcit, mais ça donne du coup des sensations ou des informations beaucoup plus puissantes. Et donc, effectivement, je peux parler, là, il y a beaucoup de sa vie, de sa biographie, beaucoup de son œuvre, et puis beaucoup de références autour. Mais comme on a la possibilité d'utiliser ce langage poétique qui synthétise tout ça, voilà, qui permet, et aussi parce que dans la page, cette fois-ci, il y a pas mal de mots avec des blancs autour, et j'espère que ça, vous me direz, vous en tant que lecteur, mais j'ai tenté de construire parfois les mots, de façon à ce que si votre œil est assez libre, il puisse aller d'un mot à un autre, ricocher en fait de plusieurs mots à plusieurs autres, et ça crée plusieurs phrases. À principe, avec un seul bloc de mots, vous pouvez avoir plusieurs phrases. Bon, alors évidemment, moi je fais à chaque fois plein de tentatives comme ça, et puis finalement, il y en a au moins certaines qui sont comprises. Voilà. Bon, je me demandais aussi, mais enfin, t'étais pas obligé de répondre, mais c'est par rapport justement à cette tentative extrêmement réussie, enfin, me semble-t-il, hein, de justement d'agglomérer en fait toutes ces facettes de Bacon dans un truc d'une grande densité. Est-ce qu'il y a des éléments qui se sont refusés? C'est-à-dire que si, puis en fait non, des éléments biographiques ou des éléments théoriques ça marchait pas. Dans la biographie, ben, j'écris que 4 lignes sur ou à peu près que 4 lignes sur l'amour, alors que on pourrait faire un livre entier sur Bacon et ses amants et l'amour, Bacon et l'amour, vraiment. Et là, j'ai choisi aucune image de ses amants, alors qu'il y en a des quantités énormes, et que peut-être 60% de sa peinture, ce sont ses amants, et j'en ai choisi aucune. Donc ça, voilà, parce que ça me semblait tellement monumental que je voyais pas. Donc j'ai choisi, c'est l'image manquante en fait. Voilà, et c'est une image vide avec 4 vers, parce que je pourrais pas. Ça, voilà, ça j'aurais pas pu le faire. Ça sera un livre entier, je pense, que j'aimerais, que je ferais pas, mais que j'aurais pu faire sur Bacon et l'amour. Ouais. Tu le feras peut-être. Hein, je sais pas. Non, je pense pas. Pourquoi pas, mais je pense pas. Non. Et sinon. Oui, si moi je me suis arrêtée à ce nombre d'archives-là, mais bien sûr que si je pourrais réécrire un second livre en prenant un autre corpus d'archives, et puis du coup j'aurais d'autres. Enfin c'est inépuisable. L'œuvre d'un grand artiste, quel qu'il soit, c'est inépuisable. On peut vraiment y travailler toute sa vie et écrire toujours plus et découvrir encore des nouvelles routes. Donc oui, il y a plein de choses que j'ai dû laisser, mais sans frustration du tout. Par rapport à ce processus, enfin, je me demandais aussi justement, comme tu le mentionnais, c'était alors il y a des gradations parce que je pense que Jeannot était effectivement beaucoup plus obscur que l'était Unique Azurne, qui elle-même est infiniment plus obscure que l'était Bacon. Donc il y a effectivement eu un défi finalement, c'est que tu affectionnes l'ombre et puis les archives qu'il faut dépioter là où elles sont un peu rares en réalité. Hein. Je pense également à Jeanne Létang, il n'y avait pas non plus une matière gigantesque, il fallait en sortir. Maintenant que tu as goûté en fait au fait d'avoir énormément de lumière, de trucs, et puis que finalement il faut ramener ça un peu dans l'ombre, mais que le matériau est gigantesque, est-ce que ça te donne envie finalement de t'attaquer, alors peut-être pas des gens qui ont autant d'importance pour toi que Bacon, mais à des gens qui seraient effectivement beaucoup plus connus, ou pas tant que ça finalement? Non, ça marche pas comme ça. Je peux pas projeter d'écrire des livres sur que ce soit des personnes très connues ou pas connues à l'avance, moi comme j'écris par révélation, je sais pas ce qui va m'arriver, quoi. Mais je peux pas projeter. J'ai adoré pouvoir avoir autant. Ce que j'ai adoré surtout, c'est de pouvoir rendre cet hommage à ce peintre qui est très important dans ma vie d'écriture, voilà.
et d'avoir autant d'archives et de pouvoir les montrer surtout. Ce que j'ai vraiment aimé, c'est pouvoir commencer une autre écriture, avoir une écriture avec de l'image. C'est ça qui m'a vraiment le plus exalté dans cette aventure-là, c'est pouvoir publier un livre avec une autre forme de langage, avec un langage où l'archive soit vraiment poésie. C'est ça qui m'a le plus ravi dans cette aventure de Bacon, quoi. Voilà. Mais j'ai aussi, ça a été très très compliqué, par contre, alors de façon très matérielle, à obtenir tous ces droits, tout ça, c'était une épreuve, et donc du coup je me suis dit je ferai plus de livres avec d'images parce que c'est trop compliqué, ou je trouverais des astuces, mais je trouve ça très lourd. Enfin, tous ces processus-là d'acquisition de droits et tout, ça rompt un peu le charme. Voilà. Voilà, mais donc du coup je vais pas je sais pas vers où je vais aller. Enfin, j'ai une idée du livre que je vais écrire. Effectivement, c'est quelqu'un qui est pas connu du tout, mais c'est pas ça qui fait le choix, quoi, ou qui va faire maintenant le choix. Par contre, j'espère bien que la lumière de Bacon va s'étendre sur Janot et Unica et les autres, et que du coup, si celui-là plaît, que les lecteurs ont envie de découvrir les autres, quoi, et donc de rencontrer les autres personnages, les autres artistes. Que presque en parallèle, enfin en parallèle, je sais pas parce que j'ai pas un calendrier exact en tête, mais dans un laps de temps en tout cas qui se recoupait partiellement avec le travail sur Bacon, tu as aussi fait un travail de donner en fait, enfin de prêter ta voix ou ta façon de mettre en scène les voix à des femmes en fait. Donc sur un travail de résidence en Normandie en fait, oui. qui est presque à l'opposé en fait. Hein, ah oui. Justement. Alors je sais pas comment relier. Je suis incapable de dire comment on va de l'un à l'autre. Je sais pas. Ben, je sais qu'il y a deux parties dans mon travail. Voilà, qu'il y a ce parti très très social, ou je sais pas comment dire, voilà, qui réagit à la violence du monde et qui est indispensable. Donc effectivement, j'ai passé 2 mois avec des femmes victimes de violences et j'ai écrit avec leurs mots. Et puis à côté, il y a cet autre travail d'archives, mais ça, enfin c'est aussi, ça, un jour ça va devenir de l'archive, ce qu'elles m'ont dit. Et puis même quand je travaille sur le prénom, a été modifié, donc sur le viol collectif, là, évidemment que je suis dans l'actualité, mais c'est aussi de l'histoire. Voilà. Et puis il y a cet autre travail là, je sais pas, il y a ces deux routes là, je sais pas comment elles se rejoignent. J'en sais rien, et je sais pas comment je fais pour passer de l'un à l'autre. Je sais pas. Il m'est arrivé d'abandonner un livre, je crois que c'était l'apparition que j'ai dû abandonner en pleine écriture pour le prénom a été modifié parce que la formation venait d'arriver et que je pouvais pas continuer l'apparition, il fallait que j'écrive ça d'abord. Je sais pas je sais pas comment ça arrive. Bon. Un autre extrait. Oui. Un corps doit bien se tenir quelque part. Au bord des précipices, là où bouge la terre, déjà il se débat, le peintre, articule un langage d'action, une peinture d'action, des signes. Les formes s'agitent, avant le choix elles s'agitent. Le langage bruyant, des corps poussent avec les plis, les bras, les têtes, les cuisses, les ombres, le désir, la répétition. Le bas du corps s'effondre, déjà il s'effondre, s'avalanche. Le haut du corps s'avalanche, déjà elle disparaît, la tête. Le corps il disparaît, déjà il se précipite. Un corps doit bien se tenir quelque part. Dans la mémoire de ses nerfs, de ses muscles, un corps tient. L'âme contenue dans les nerfs, dans les muscles. Une sorte de parler des muscles, des nerfs. Colporté sous forme d'images, de sensations. Des muscles, des nerfs. La totalité des souvenirs contenus en un muscle, un nerf, une action, une couleur. La mémoire parachute du corps, la mémoire ficelée au corps. Engrenage mécanique qui happe les nerfs, les muscles. Engrenage artistique frénétique. Chute libre des corps chavirés dans l'espace, le grand saut, la vue bouleversée. Il n'y a pas de chute, il n'y a que de la grandeur. Tu ne penses pas le mouvement, le saut. Tu es le mouvement, le saut, sa mémoire. Un corps doit bien se tenir quelque part. Dans ce passage flou,
émanation du corps, sursaut, où l'élévation sert de masque à une descente dans l'abîme, la seule voie où risquer son existence. Dans l'union du geste et de l'air, enfermé dans la libre solitude de l'atelier, l'espace où tu te tiens, l'endroit secret où croît, l'absolu commencement œuvre après œuvre aiguisée, sans cesse dévoré et sans cesse vomi par le ventre ouvert de la sensation. Viens plus près de moi, le corps fléchi, les muscles bandés, viens plus près, je débande mes yeux, j'entre sous ta peau, je m'accroupis, me quatre pattes entre les corps dans la forêt humide, où ma vision se roule, déroule les anneaux de ses mouvements. De ma langue noire, je lèche les visages, disparaissent, je lèche sous vos pieds, le sol se grise, je deviens sol et visage, vous, épaules, chute de reins, coups de saillance, me rentre dans les côtes, écarte les barreaux de la cage thoracique, déchire la toile. Je prends place entre les corps, je prends place dans la lutte, je lutte jusqu'à la mort, je mise, remise, la mort gagne, je joue, rejoue, je gagne, cette fois-ci. Encore une fois. Lutter avec les ombres, lutter avec les hommes, avec la vie, lutter avec la couleur. Genou, homme, genou, tombe, homme, tombe. Viens plus près de moi, le corps fléchi, les muscles bandés, viens. Lutte. Pulsion de mort métamorphosée en pulsion de vie, tu rejoins l'origine. Ici et maintenant l'origine inachevée. Le corps taillé en pleine viande, une seule masse vivante se tord, et toi entier dans l'image, le geste soudé. L'ablation de la tête d'une partie du corps pliée, dépliée, le déchirement, l'arrachement de ses propres parties. Automutilation, le visage, les yeux, l'Oedipe. Élan dans l'élan, élan de mon élan. Le monde dans son entier. Collectivement, absolument, solitairement, le monde des hautes sensations, qu'un seul instant enferme. Tandis que les érinies, tandis que dans l'atelier la zone dangereuse, tandis que le peintre se sacrifie, se donne sans retour au milieu des images, des cris, des tambours, tandis que sacrifié, il devient sacrifiant, ne fait qu'un avec sa victime, tandis qu'elles hurlent les érinies, l'assaillent persécutrices, tandis qu'il arrache son doigt et le mange, tandis que les flèches comme des doigts qui montrent comme des doigts qui manquent, tandis que planté là dans la toile dactyle la rétine, il retrouve la vue, il retrouve le sens. Est-ce que vous avez des questions pour Perrine? Par rapport au détritus dont Oui. tu as parlé, est-ce que tu les as vus? En fait, il en reste, si je puis dire. Et il en reste des boîtes. Et l'atelier, il existe encore ou non? Alors l'atelier, il a été totalement démonté de Londres et remonté En Irlande. à l'identique à Dublin. Okay. Voilà. Et c'est une équipe d'archéologues. Tu es allé là? Oui. Mais alors, bon, ce qu'il y a, c'est qu'il est donc il est assez petit finalement. Et il y a 3 murs qui sont pleins puisqu'il peignait. Enfin, il a une grande partie de la palette sur le mur. Et puis les autres murs, enfin 1,5, sont des vitres. Et donc on est collé aux vitres comme ça et on regarde comme ça. C'est un peu étrange. C'est très étrange même, en fait. Toute petite aparté, mais qui peut être intéressant pour ceux qui ne sauraient pas. Il vient d'y avoir la même chose sur Giacometti. Oui. L'atelier. L'atelier. Il reconstitue à l'identique son atelier de, je sais pas où, du 14e. Et on le voit au travers de vitres, mais c'est vraiment les vrais murs, les vraies planches, les vrais meubles, etc. Voilà, mais sauf que la vitre, je trouve qu'elle empêche la. Évidemment, je pense que des cordons, enfin, ça serait mieux, quand même, que l'air passe au moins. Voilà, là, c'est étrange. Voilà. Mais c'était des archéologues qui étaient venus faire l'inventaire des millions de couches, enfin des millions de documents et des couches de sédiments qu'il y avait comme ça chez Bacon. Des millions de documents, de détritus. Ouais. Et donc il y a des boîtes en Irlande. Lui, il en a peut-être 1000, mais en Irlande, il y a des boîtes avec des tas de détritus comme ça. Et c'est assez beau. Il y avait un livre qui était sorti quand les archéologues avaient fini le travail, là, tout inventorié, un livre qui s'appelle L'Atelier,
et avec énormément de reproduction de détritus, et où on comprenait fort bien à ce moment-là, en voyant à quel point une empreinte de pied sur une photographie, un rond de sa tasse de café sur une image, était reproduit exactement sur sa toile. Voilà, vraiment, quoi. C'est époustouflant. Parce qu'on imagine en fait des choses beaucoup plus complexes qu'une simple torsion, un simple poids de son corps sur le papier, quoi. Et c'est ça qui fait la torsion, et c'est ça qu'on voit sur la peinture. Donc c'est vraiment passionnant, ça, ce livre-là. Une autre question? Le titre, Cannibale. Ah oui, alors il y a un exergue, une phrase de Claude Lévi-Strauss que j'ai mis, et qui... Donc Claude Lévi-Strauss dit « Nous sommes tous des cannibales. Après tout, le moyen le plus simple d'identifier autrui à soi-même, c'est encore de le manger. » Et j'ai l'impression que Bacon, avec cette sorte d'appétit d'image et de tout d'ailleurs, de vie, voilà, il avait comme ça c'était un cannibale. Ouais. Et vous savez qu'il peignait jamais avec son modèle dans l'atelier, hein. Il peignait qu'avec les images. Et j'ai eu beaucoup d'appréhension à proposer ce titre à la fondation. Donc, le premier titre que j'avais proposé, c'était Étude pour un portrait de Francis Bacon. Ok. Les premiers extraits que j'ai proposés pour voir un peu si ce que j'écrivais allait passer, ça s'appelait Bacon, rituel. C'est passé. Et puis finalement, quand je lui ai envoyé le manuscrit final, ça s'appelait Bacon le cannibale. Ça a été. Il n'a pas du tout tiqué. Du tout. Non, ça lui a semblé très juste, oui. Ouais. Moi, j'avais un peu peur. Non, mais je pense après, on va pouvoir continuer autour d'un verre. N'hésitez pas à poser ensuite des questions un peu particulières ou à Perrine. C'est vraiment, moi, je crois que c'est un livre rare, et pourtant, Perrine Le Quérec nous avait déjà accoutumés quand même à des choses assez exceptionnelles. Donc quand elle s'empare d'un sujet, elle en fait effectivement, elle en extrait quelque chose d'incroyable, hein, que ça soit, tous ceux qui sont là, que ça soit, on a mentionné Le Plancher, on a mentionné Ruine, donc on a mentionné L'Apparition, également La Ritournelle, qui est pourtant d'un genre un peu différent, Tête Blonde qui a encore autre chose, mais malgré déjà tout ça, voilà un nouveau texte qui sort, et on se dit il y a encore quelque chose de plus, de différent. Donc c'est vraiment magnifique. Et c'est vrai que Perrine l'a rappelé, moi je pense pas que ce soit la seule grande différence ou nouveauté, mais le fait qu'il y ait cette intrication cette fois de l'image et du témoignage direct, effectivement, comme Bacon en fait, le truc dont l'image ou la reproduction de détritus dont est surgie la phrase ou l'intention poétique, c'est vrai que ça rajoute quelque chose. On a à la fois un condensé de force et en même temps le sentiment d'avoir été un peu invité aussi dans l'arrière-boutique ou dans la cuisine, ce qui est agréable quand évidemment on aime aussi la production de la littérature au sens presque prolétaire du terme. Oui. Donc vraiment c'est Après, ceux qui connaissent un peu ces brèves vont dire que je dis ça à chaque fois, mais c'est pas vrai, je le dis pas à chaque fois. Mais je pense que c'est un ouvrage assez indispensable. Et en plus d'être indispensable, vous remarquerez que c'est un ouvrage qui fait aussi un cadeau idéal. Donc il ne faut pas hésiter à en acheter plusieurs. Absolument. Donc, merci beaucoup. Merci Perrine. beaucoup. Merci.